On a tous vu la trilogie des Men in Black jouée principalement par Will Smith et Tommy Lee Jones. Dans cette série de films, on peut y voir des hommes vêtus de noir avec des lunettes de soleil faisant partie d'une organisation ultra secrète. Celle-ci aurait pour but de réguler la présence des extraterrestres sur Terre et ces hommes en noir possèdent des avancées technologiques assez poussées. Ils peuvent effacer la mémoire de témoins pour empêcher la population d'avoir conscience de ces êtres venus d'ailleurs. Là vous êtes en train de vous demander mais pourquoi il raconte le synopsis de Men in Black? Eh bien parce qu'apparemment ces hommes en noir existeraient bel et bien en réalité. Ils seraient majoritairement présents aux États-Unis et se présenteraient comme des hommes faisant partie du gouvernement américain. Et donc ces hommes en noir, tout comme dans la trilogie, auraient majoritairement pour but d'empêcher la population d'avoir accès aux connaissances provenant d'extraterrestres. Et en réalité, voici tout ce qui caractériserait ces fameux hommes en noir. Juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à mettre d'ores et déjà un petit pouce bleu ou alors le mettre à un moment de la vidéo si elle vous plaît. Pensez également aux petits commentaires pour le référencement et pour me faire plaisir aussi. Ah, et d'ailleurs j'en fais jamais la promo, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter ainsi que sur Insta. D'ailleurs sur Insta je mets des photos fort sympathiques, mais également des stories dans lesquelles vous pouvez apercevoir le sujet des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et sur ce, bonne vidéo. Ils se présenteraient seuls ou en groupe directement au domicile de témoins d'événements extraterrestres. Ils ont la peau très pâle et sont imberbes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de barbe, pas de moustache et n'ont même pas de cils ni de sourcils. Leur particularité, c'est qu'ils porteraient des costumes sombres mais dans un style d'après-guerre, tout comme leur voiture, une Cadillac noire. Ils auraient apparemment une voix un peu robotique avec des cheveux parfaitement lissés. La date de la visite chez les témoins n'est pas forcément dès le lendemain de l'apparition mais peut avoir lieu jusqu'à plusieurs mois après. Le motif de la visite n'est pas clairement exprimé, toutefois les témoins sont certains qu'il y a un rapport avec l'événement. Les hommes en noir possèdent toujours des informations sur les personnes qu'ils viennent visiter. Ils semblent avoir un langage assez dépassé, tout comme leurs costumes. Une fois qu'ils ont leurs informations, ils vont utiliser un petit objet nommé neurolaser qui va permettre soit de supprimer la partie de leur mémoire concernant leur témoignage ou de les convaincre que ce qu'ils ont vu n'a jamais existé. Les petits bonus, on les appelle souvent MIB, en référence à Men in Black. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant on va parler de quelques témoignages concernant les apparitions de ces fameux hommes en noir. Tout commence en 1952 avec un homme au nom de Albert Bender. Il a servi dans l'armée de l'air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale et était parallèlement obsédé par les ovnis, à tel point qu'il est devenu ufologue par la suite. Il était tellement passionné par le monde des ovnis qu'il en vient à créer sa propre organisation nommée Flying Saucers Bureau, soit le bureau international des soucoupes volantes en français. Bon, c'est moins charismatique tout de suite. Et donc cette organisation a majoritairement pour but d'enquêter sur les apparitions d'ovnis, mais également leur potentiel à être de véritables extraterrestres. Et donc de leurs observations, ils en faisaient des magazines, et le pire c'est que ça marchait vraiment bien. Pour autant, seulement un an après, le dernier fascicule est publié. Celui-ci contenait une annotation disant « L'enquête sur le mystère et la solution de la soucoupe volante approche de sa phase finale ». Ce dernier numéro contenait également une déclaration qui semblait être tout aussi cryptée que l'annotation. Le mystère des soucoupes volantes n'est plus un mystère. Nous conseillons à tous ceux qui s'intéressent aux ovnis d'être très prudents. Un message d'adieu était également présent de la part de Bender, qui déclarait que le groupe allait être dissous le 1er janvier 1954. Et donc des remboursements massifs ont eu lieu pour les milliers d'abonnés au magazine. Et donc apparemment la fermeture si soudaine de son organisation serait due à 3 hommes en noir qui auraient rendu visite à Bender. Ils avaient la connaissance d'un fascicule qui allait prochainement être publié et qui devait sûrement en dire trop sur les ovnis. Et c'est la raison pour laquelle ils lui ont dit carrément par télépathie « Nous conseillons à tous ceux qui s'intéressent aux ovnis d'être très prudents ». Vous avez reconnu la phrase, c'est celle qui était écrite dans le dernier magazine. Mais tout ça, il va le raconter dans un livre qu'il a écrit 9 ans après, nommé Flying Saucers and the Three Men. Beaucoup disent que ce qu'il raconte n'était qu'un rêve, mais Bender est persuadé que tout est bien réel. Bon, maintenant on va faire un bond d'une 50aine d'années, soit le 14 octobre 2008. Ce témoignage a eu lieu à l'hôtel Sheraton, près des chutes du Niagara, à côté du Canada. Et dans cet hôtel, 2 employés ont dit avoir vu un engin triangulaire dans le ciel ayant une longueur d'environ 70 mètres avec 3 lumières blanches sur les côtés ainsi qu'une lumière rouge au milieu de l'objet. Ils ont pu l'observer pendant une dizaine de minutes pendant que l'objet volait lentement
et silencieusement à une hauteur d'environ 150 mètres. L'OVNI finit par disparaître et la vie continue. Mais 7 mois plus tard, soit le 15 mai 2009, 2 hommes vêtus de noir avec un chapeau entrent dans l'hôtel. Ils demandent à un des employés s'il pouvait parler au patron de l'hôtel, sauf qu'il n'était pas présent ce jour-là, donc l'employé s'empresse de le dire aux 2 hommes. Ils ne semblaient pas vraiment le croire et ils ont tourné en rond dans l'hôtel pour essayer de trouver le patron, on suppose. Mais pendant ce temps, l'employé vaquait à ses occupations et lorsqu'il est revenu à l'accueil, les 2 hommes étaient déjà partis. Et si je vous disais qu'une caméra de surveillance avait filmé les 2 hommes? Voici l'extrait de quand les 2 hommes entrent dans l'hôtel. Après cet événement, nous n'aurons plus aucune nouvelle de ces 2 hommes. Un autre témoignage fait surface et c'est celui de Dan Aykroyd, un acteur que vous devez forcément connaître car il a joué dans SOS Fantôme. Et donc Dan, durant une pause d'un tournage qui parlait de paranormal et d'OVNI, reçoit un appel de la part de Britney Spears. Il décide alors de se rendre à l'extérieur pour continuer son appel et voici ce qu'il se passe. I was outside and Britney Spears called me because she wanted me to appear on Saturday Night Live with her. And so I was outside having a cigarette, the phone rang. Oh, Britney, how you doing? Oh, sure, of course I will. I turned away like this. I turned back and there was a black Ford across the road, a black Ford sedan. And I was trying to look at the plate and the plate seemed kind of like fuzzy and I was, definitely a police car. And 2 guys were there and a big, tall guy got out of the back seat and he stood in the street on 42nd Street it was. We were at 42nd Street and 8th Avenue. And he looked right at me. And literally, I was on the phone. Hey, oh, sure, of course I'd love for the show. Saw the Ford, went back like this, turned back like a half second later, and it was gone. And that car did not go past me. It did not make a U-turn because I would have seen 42nd Street. I would have seen that thing take it. That car vanished. That car was a cloaked vehicle of some type. Et comme par hasard, lorsqu'il retourne sur le plateau après sa petite pause, on va lui annoncer que l'émission est annulée, et de plus sans avoir de raison particulière. Then 2 hours later, we were told we were not to continue taping and the show was cancelled and none of them would air. Et donc encore aujourd'hui, Dan pense qu'il s'agissait de véritables MIB, de Men in Black, et qu'ils ont réussi à faire annuler l'émission, sûrement car elle parlait d'extraterrestres. Par la suite, une multitude d'autres témoignages ont fait surface, car ces histoires avaient fait pas mal de bruit et chacun avait décidé de ressortir ses vieux souvenirs. Donc je vais vous en raconter un, mais je vais le raconter cette fois-ci à la première personne car j'estime que ça met encore plus dans l'ambiance. J'étais à l'aéroport de JFK en 1986 et j'attendais de monter à bord d'un vol vers le Royaume-Uni. Alors que j'étais assis dans une salle d'embarquement, j'observais simplement les gens et je dois admettre que je suis assez curieux. Je dois rappeler que c'était à une époque où les smartphones n'existaient pas. Il n'y avait donc pas grand chose à faire mis à part lire un livre ou un journal. Et donc j'étais assis et j'ai remarqué que 2 gars semblaient communiquer entre eux et ils avaient ce qui ressemblait à de petits appareils dans la main. C'était vraiment étrange. Ils étaient tous les 2 habillés de la même manière et ressemblaient presque à des frères, avec une étrange structure osseuse et ils bougeaient d'une manière très bizarre. Ils étaient tous les 2 concentrés à regarder un gars en particulier, ils étaient fixés sur lui. Alors j'ai décidé de sortir mon caméscope et j'ai commencé à enregistrer ce que je voyais. Les choses deviennent vraiment étranges. Pendant le vol, j'ai eu ce steward qui me harcelait et me posait des putains de questions étranges et ces 2 gars sont devenus introuvables. L'avion atterrit et je n'ai toujours pas vu ces 2 gars que j'ai filmés monter à bord. C'était encore plus bizarre. Je traverse la douane et je me fais tirer sur le côté par 2 douaniers qui m'emmènent dans une pièce et commencent à me poser des questions inhabituelles, la raison de mon voyage, etc. Puis ils ont laissé toutes mes affaires dans une pièce et m'ont emmené dans une autre pièce avec ce qui semblerait être un grand miroir sans teint sur le mur et ont commencé à me demander des trucs à propos du gouvernement. Après environ 1 heure, ils me ramènent dans la pièce où se trouvaient mes affaires et me laissent partir. Je rentre enfin chez moi et constate qu'il manquait ma cassette dans le caméscope et mon permis de conduire, ainsi qu'un tas de mes photos et mes bobines de film. Je les ai contactés car j'avais le nom des officiers et ils ont totalement nié le fait de m'avoir arrêté. Ce fut le jour le plus étrange de ma vie. Alors des centaines d'autres témoignages existent, mais je dois m'arrêter là parce que je veux pas rallonger la vidéo artificiellement. Ce qui nous amène à nous demander finalement si tout ça est-il bien réel ou si c'est totalement du fake.
Alors déjà à première vue, il y a vraiment beaucoup de témoignages, donc on serait quand même tenté de dire qu'au moins un seul peut être réel. Cependant, j'estime que la majorité sont fake, soit pour paraître intéressant, soit pour promouvoir quelque chose. Par exemple, pour l'histoire de l'hôtel, on pourrait imaginer que cette histoire ait été montée de toutes pièces, car on sait que l'humain adore tout ce qui est étrange, et donc ça pourrait faire un gros coup de pub pour leur établissement. Et aussi, je sais pas si vous vous êtes fait la réflexion, mais la vidéo de caméra surveillance où on voit les deux hommes entrer, à aucun moment on ne les voit ressortir. Car on le voit, il y a un accès pour entrer et un autre pour sortir, et si c'était vraiment réel, alors pourquoi ils nous auraient pas tout dévoilé? Quant à l'histoire de Bender et de son organisation en 1953, je serais tenté de dire que c'est bel et bien réel. Car effectivement, la fermeture de leur organisation a entraîné des remboursements massifs, et en plus cette histoire de magazine, ça fonctionnait vraiment bien, donc pourquoi arrêter tout ça? Surtout que par la suite, il n'y a pas eu de promotion d'une autre organisation, ni quoi que ce soit. Quant à tous les témoignages qu'on peut lire où on voit que le témoin était seul, bon, on en vient à se demander, mais s'il était seul à ce moment-là et qu'il a un peu gardé ça pour lui, comment ça se fait que les hommes en noir aient été mis au courant de ça? Enfin, pour moi, c'est pas très crédible. De base, je suis quelqu'un de très rationnel, mais comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de témoignages, donc c'est difficile de dire que 100% de ceux-ci sont fake. Donc moi je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'il y a une partie de vérité là-dedans, mais qu'il y a eu beaucoup de modifications, genre ces histoires de télépathie, de voix robotique, ça c'est totalement faux. Et on le sait tous, aujourd'hui il y a des créations militaires bien gardées, et peut-être que ces hommes en noir rendraient effectivement visite à des témoins pour vérifier un peu ce qu'ils ont vu, contrôler un peu la situation. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre toutes vos théories sur cette histoire en commentaire. Est-ce que vous pensez que ces hommes en noir existent bel et bien? Est-ce que c'est une légende? Est-ce que ces MIB seraient en fait des extraterrestres déguisés en humains et qui ont pour but d'empêcher le monde de connaître leur existence sur Terre? Bref, n'hésitez pas à mettre toutes vos théories, même les plus farfelues. Sur ce, pensez au like pour me soutenir, à vous abonner et mettre la cloche. Et sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Bye!